Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Comme chaque semaine, José Luis Jorge dos Santos va au café du coin pour prendre le petit déjeuner avec un ami. Nous sommes en septembre 2011. Jorge a 70 ans. Sa peau est noire, il est grand, vif, souriant. Un de ces hommes dont on sent en une fraction de seconde qu'il est pleinement heureux. Il marche dans les petites rues d'Alguerao Martins, à quelques kilomètres de Lisbonne. Il regarde les orangers, les tomates qui mûrissent dans les jardins. Les chants des oiseaux lui donnent le sourire. Soudain, il s'interroge. Ai-je le droit d'être si heureux ? Un frisson parcourt son corps. Ses yeux s'obscurcissent. Il repense à sa ville natale, où la nature est moins généreuse. Asbury Park, dans le New Jersey. Un endroit qu'il a fui il y a 50 ans. Les policiers sont venus à 6. Leur capitaine leur a dit « Pas question de se louper. On bosse pas tous les jours pour le FBI. » Les agents n'ont pas eu de mal à localiser Jorge. Ou plutôt, George Wright, sa vraie identité, selon les Américains. Ils ont l'impression de traquer Pablo Escobar. Pourtant, ce vieux type n'a pas l'air bien dangereux. Il ne se cache pas. Il vit dans une petite maison, avec sa femme, ses 2 enfants. Les agents se demandent même s'ils ne se sont pas trompés. Quand ils sont arrivés, Jorge a tourné la tête vers eux. Son regard l'a immédiatement trahi. Au fond de ses yeux, les policiers ont vu une flamme s'éteindre. Leur simple présence semble avoir tout dit. L'échange est cordial. Jorge les suit au commissariat. Bientôt, il verra le mandat. Il le sait, les Américains vont tout faire pour obtenir son extradition. Son crime ? Un assassinat. Et un détournement d'avion. « 1944. La guerre fait rage en France. Le soldat Walter Patterson, 23 ans, est conducteur de camion et mécanicien. Il est Tech 5, technicien spécialisé. Cela fait déjà 3 ans qu'il se bat pour son pays. Il a côtoyé la mort, il s'est endurci. Désormais, plus rien ne lui fait peur. Les rapports le concernant sont élogieux. Après la guerre, il recevra une médaille. De retour chez lui, Walter s'interroge sur son avenir. Tout ce qu'il veut, c'est une famille, une petite vie simple, une vie américaine. Son truc, c'est la mécanique, les voitures. Il ouvrira donc une station-service Esso, dans le New Jersey, à côté d'Asbury Park, pas très loin de New York. À 500 miles de là, à Halifax, en Virginie, un petit garçon s'approche d'une fontaine à eau. Pendant qu'il boit, il regarde le panneau, Colored, qui lui rappelle que cette eau est réservée aux Noirs, comme lui. Au cinéma, il n'a pas le droit de s'asseoir où il veut.
Quand il est malade, il doit prier pour qu'un docteur blanc accepte de le recevoir. Il s'appelle George Wright, il a 5 ans et son père, alcoolique, vient de quitter la maison. Les années passent dans la pauvreté, la solitude, la ségrégation. La mère de George Wright est malade. Elle souffre de fièvre rhumatismale. Elle n'a pas accès aux antibiotiques. Bientôt, George sera orphelin. George est recueilli par sa grand-mère. Il travaille bien, il est sérieux. Mais quelque chose en lui est brisé. Il a l'impression d'être passé à côté de son enfance. Alors qu'il reçoit une bourse pour ses études, il abandonne tout. Pourquoi ? Lui-même ne le sait pas. Il a 19 ans et prend un bus. Il veut donner à sa vie une nouvelle direction. Il roule vers le New Jersey. Il s'arrêtera à Asbury Park, pas très loin de New York. Il trouve un petit boulot, mais très vite, il n'a plus $1. Heureusement, Maggie, un de ses rares amis, a un plan. George l'écoute, fasciné et terrifié. Maggie est convaincant. 23 novembre 1962. 17h. Le téléphone du commissariat d'Englishtown se met à sonner. Au bout du fil, le gérant du Sand Motel. Ici, tout le monde se connaît. Le motel est un lieu de passage pour les routiers, les représentants de commerce. Le gérant a du mal à s'exprimer. Il s'est fait braquer par 4 personnes masquées. Des jeunes, des noirs. Ils lui ont pris tout son cash, $200. Ils avaient des armes et ils avaient enfilé des bas sur leur tête. Impossible de les identifier. Il ne s'est pas interposé. Le commissaire lui dit « Tu as bien fait ». Au même moment, Walter Patterson finit son repas. C'est le soir, mais il retourne travailler. Il attrape sa veste et se dirige vers sa voiture. Dans la maison, sa fille, Anne, 14 ans, se met à courir. Elle se précipite vers la fenêtre, puis s'installe dans sa position habituelle. Elle fait de grands signes à son père. Elle veut lui donner du courage pour ce soir. Elle sait que quand il rentrera, elle dormira depuis longtemps. La voiture démarre. Bientôt, elle disparaît au loin. Pour toujours. Les policiers arrivent au Sand Motel. Ils interrogent le gérant, les témoins. Ils récupèrent des indices. C'est sûr, ces braqueurs sont des débutants. On promet de les retrouver rapidement. C'est vrai. Sauf qu'entre-temps, ils vont organiser un nouveau braquage. Et cette fois, ils vont utiliser leurs armes. Comme tous les soirs, ou presque, Walter est seul dans sa station-service. Ses soirées sont monotones. Une radio diffuse le programme de la soirée. Des airs de country se mélangent aux dernières actualités locales. Walter attend un client. Peut-être quelqu'un qui fera le plein, ou bien un voyageur de passage qui a juste besoin d'un paquet de cigarettes ou d'un Coca-Cola. Une voiture se gare. Walter passe la main sur son costume vert, le prénom Walt est brodé sur une poche. Il vérifie que son col est bien ajusté. Il veut faire bonne impression. De jour comme de nuit, il offre le meilleur service. Dans la voiture, il y a George Wright et son pote Maggie. Ils ouvrent la porte, une odeur de vodka s'échappe du véhicule. Ils ont pris quelques verres pour se donner de l'énergie. Et puis, ils ont enfilé les bas en nylon, les mêmes que ceux utilisés dans le motel. George semble encore hésitant. Maggie lui répète « Tu vois, c'est facile. Tu braques un flingue sur quelqu'un et il te donne tout ce qu'il a. Il n'y a rien d'autre à faire. » Maggie a un revolver. George, un fusil à pompe. Walter aperçoit les armes. Son visage se métamorphose. Il redevient le soldat de la Seconde Guerre mondiale. Il savait que ce jour allait arriver. Tenir un commerce de nuit, c'est parfois faire de mauvaises rencontres. Mais Walt n'a pas peur de ces deux inconnus. Il s'exclame « Foutez-moi le camp avec cette merde !» Pour George, ce n'est pas le moment de faiblir. Il lui répond « Fils de pute, donne-nous tout ton fric !» Immédiatement, Walt
sort de son bureau. Il vient affronter les deux assaillants. Il est petit, mais trapu. L'argent est dans sa poche. Ils ne pourront pas le lui prendre. Sauf que Maggie et George prennent peur. Walter a l'air dangereux. Il semble costaud. Alors, ils attaquent. Ils utilisent leurs armes pour frapper au niveau de la tête et des épaules. Walter est surpris. Le choc résonne au plus profond de son crâne. Il est immédiatement dépassé par la violence des deux agresseurs. Il entend les coups pleuvoir sur son corps. Il sent des os se briser. Il veut cracher une de ses dents. Mais sa mâchoire ne répond plus. Les deux hommes s'acharnent. Walter bouge ses bras comme un pantin désarticulé. Il parvient à attraper l'argent dans sa poche. Il jette par terre tout ce qu'il a, comme pour déclarer forfait. C'est alors qu'il entend un... Walter vacille et tombe. George White se pétrifie. Pourquoi Maggie a-t-il tiré ? Walter agonise. Le coup de feu était une maladresse. La vie de George White a pris une nouvelle direction. Pas celle qu'il aurait imaginée. Les phares d'un véhicule de police viennent percer l'obscurité. Les flics s'approchent de la station SO. Ils regardent la scène avec effroi. L'agression était violente. Les tiroirs sont ouverts, les étagères sont tombées, les assaillants ne sont plus là. La lumière des néons éclaire de façon crue le corps tuméfié de Walter Patterson, qui gît dans une mare de sang. Soudain, il bouge sa main. Il vit encore. Dans les toilettes du bar, George se lave les mains. Il frotte de toutes ses forces pour retirer le sang qu'il a sous les ongles. Un filet rougeâtre tourbillonne dans l'évier. La mousse savonneuse se pare de bulles marron. Peu à peu, l'eau s'éclaircit. George regarde ses mains, à nouveau propres et innocentes. Il veut se convaincre. Tout ça n'est jamais arrivé. Pour le moment, George va faire la fête avec Maggie. Ils vont boire, manger, oublier. Et dépenser leur butin. Quelques billets ensanglantés, pas plus de $70. Walter a été transporté à l'hôpital. Les policiers entendent les cris horrifiés de la famille. Un chirurgien travaille sur le corps de Walter. Il a été si violemment attaqué qu'il est difficile de l'opérer. On essaye de remettre en place son squelette. Des os ont été brisés, un peu partout sur son corps. L'opération durera toute la nuit. En le voyant, la femme de Walter tremble d'horreur. Elle interdit à ses enfants de venir voir leur père. Au commissariat, chacun s'active pour reconstruire le scénario de la soirée. Walter ne peut pas parler. Le médecin a dû recoudre sa mâchoire. George est retourné dans sa petite chambre en location. Enfermé chez lui, il fait les 100 pas. Il se répète que ce n'est pas lui, mais Maggie qui a tiré. Mais il sait qu'il est aussi complice, et il n'a pas non plus appelé les secours. Il est désemparé. Il ne sait pas où aller. Il n'a déjà presque plus d'argent. L'enquête avance très vite. Des témoignages permettent de reconstituer en détail le scénario de la soirée. On retrouve la voiture des criminels, et bientôt, les policiers peuvent établir leur identité. Ils sont là. Déjà. George sait que ce sont les flics derrière la porte. Il imagine un instant sauter par la fenêtre, mais il habite au 3e étage. Enfin, il n'a pas tant d'hésiter. Les policiers entrent en force et se trouvent nez à nez avec George Wright. Sur sa tête, il porte encore le collant percé, roulé sur le haut de son crâne comme une casquette. Il a aussi son arme, quelques billets volés à Walter, toutes les preuves nécessaires. Ce meurtrier a tout du parfait débutant. Alors que les policiers amènent George au commissariat, le téléphone sonne. C'est l'hôpital. Après 48 heures de souffrance, Walter Patterson vient de mourir. Cela veut dire que George Wright
risque désormais la peine capitale. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. George White, 19 ans, est emmené par 3 hommes vêtus de noir. Il marche en pleurant. Les hommes serrent les attaches en cuir autour de ses bras et de ses jambes. Il est maintenant prisonnier de la chaise électrique. On lui demande s'il veut dire une dernière chose. Il supplie pour qu'on le libère. Personne ne lui répond. Puis un homme enclenche l'interrupteur. Une puissante décharge traverse le corps de George. Tous ses muscles se contractent brutalement. La douleur est intense. Au contact des électrodes, sa peau commence à chauffer. Ses yeux sont révulsés. Bientôt, il perd conscience. Une odeur de brûlé envahit la pièce. George Wright est mort. La grand-mère de George se réveille en sursaut. Cela fait plusieurs fois qu'elle fait le même cauchemar. Elle le sait. Son petit-fils risque la peine capitale. Tous les éléments sont contre lui. Il a participé au meurtre d'un vétéran de guerre. Et surtout, il est noir. Les policiers sont venus à l'enterrement de Walter Patterson. L'ambiance est étrange. Walter est visible dans son cercueil, mais c'est un mort au visage grotesque, déformé. Ses traits ont été reconstruits avec maladresse, d'après une photographie fournie par la famille. Personne n'ose aller le voir. Madame Patterson décédera 2 mois plus tard, laissant 2 filles orphelines. Pour l'aînée, Anne Patterson, George Wright et McGee sont impardonnables. Ils lui ont volé son père, sa famille et tout le reste de sa vie. Depuis la cellule du commissariat, George voit sa grand-mère arriver. Il a honte. Cette femme a tout fait pour lui. Elle lui a donné un avenir, elle l'a élevé du mieux qu'elle a pu. Lui, il a quitté l'école. Il a tué un homme. Sa grand-mère s'approche. George réalise qu'elle n'est pas seule. Un blanc l'accompagne. C'est l'avocat dont elle lui avait parlé. George reprend espoir. L'avocat explique. « George, il faut que tu reconnaisses tous les faits et que tu acceptes d'emblée ta peine. Ce sera sûrement entre 15 et 30 ans. Ne cherche pas à te dédouaner ou à mettre tout sur le dos de ton copain, McGee. Tu dois éviter à tout prix le procès. Si tu passes devant le jury, on sait comment ça va se finir. » George se retourne vers sa grand-mère. Il calcule. 30 ans.
Cela veut dire qu'il sortira à 50 ans. La vieille femme le regarde avec des yeux menaçants. Accepte, George, sinon on sait comment ça va se finir. Une fourgonnette de l'administration pénitentiaire roule en direction d'un gigantesque bâtiment surmonté d'un dôme grisâtre. De loin, on pourrait croire un musée, une gare ou un observatoire. En s'approchant, on distingue les murs, les miradors, les barbelés. Il s'agit de la prison d'État de l'East Jersey, un établissement de haute sécurité aux dimensions démesurées. Le fourgon s'arrête. On sort les détenus un par un. Parmi eux, George Wright. Il fronce les yeux. Il est ébloui par le soleil. Les policiers lui annoncent « Bienvenue à la maison ». Un autre agent s'approche. « Si ce ne tenait qu'à moi, on t'aurait déjà exécuté ». Il y a tellement de bruit dans la prison qu'on croirait entendre les voix des 1500 détenus. George Wright monte sur les escaliers métalliques. Il avance silencieusement, vêtu de son costume rayé blanc et bleu. La porte de sa cellule s'ouvre. Le détenu ouvre ses bras en grand. Il peut toucher les deux murs avec ses mains. George Wright refuse encore d'y croire. Tout est allé si vite. À l'étroit dans sa minuscule cellule, il a l'impression que sa vie est déjà finie. Les jours suivants, il ne pense qu'à s'échapper. Un instant, il imagine qu'il pourra y arriver, puis il réalise. Ça ne tient pas la route. Personne ne s'évade d'une prison de haute sécurité. Les mois passent. Les gardiens ne font pas attention aux états d'âme des détenus. Mais le jeune George Wright, il semble encore plus déprimé que les autres. Pour une fois, ils viennent lui annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un est venu lui rendre visite. Au parloir, George découvre le visage rassurant de sa grand-mère. Il est tellement heureux de la voir. Pourtant, il ne sait pas quoi lui dire. Il lui parle de ses lectures, de Malcolm X et de Mohamed Ali. La vieille femme l'écoute et lui dit tristement « Je ne sais pas si je reviendrai te voir. C'est trop loin, trop cher, trop fatigant. Pardonne-moi, George. » Les années passent, George continue d'espérer, mais sa grand-mère ne reviendra jamais. Dans les bureaux de l'administration pénitentiaire, les dossiers s'accumulent. Un homme, un visage anonyme parmi d'autres, essaye de rester concentré malgré les sonneries incessantes. Il doit traiter les transferts de prisonniers. Le dossier George Wright est posé sur son bureau. Pourquoi ? On ne saura jamais. Pris dans ses mouvements répétitifs, l'employé tamponne le dossier sans même le relire. Il vient d'autoriser par erreur le transfert de George Wright vers une prison de moyenne sécurité. Dans la prison de Leesburg, George Wright redécouvre une vie plus libre. Il ne sait pas pourquoi il a été envoyé ici. Ce traitement de faveur est une énigme. Après plusieurs années d'isolement maximal, cette prison paraît presque accueillante. Leesburg est une work farm, une prison où les détenus travaillent comme des ouvriers agricoles. Ils passent beaucoup de temps en extérieur, peuvent discuter entre eux. Et surtout ici, les mesures de sécurité sont réduites au minimum. Août 1970. Ce jour-là, George travaille dans la laverie. 2 hommes viennent le voir. Ils s'appellent Jimmy et Jumbo. Ils lui parlent d'évasion. Cette prison, c'est une passoire. Si on est malin, on est parti dès la semaine prochaine. Ça te dit ? George hésite. Il a peur. Mais la liberté lui manque trop. Il veut en savoir plus.
19 août 1970, 23h. Les agents pénitentiaires procèdent au comptage. Des gouttes de sueur apparaissent sur le front d'un des gardiens. Il tremble. Et d'un seul coup, il se met à hurler. Déclenchez la putain d'alarme! La panique envahit la prison. Un deuxième décompte a lieu. Il y a 4 disparus. 2 types que tout le monde appelle par leur prénom, Jimmy et Jumbo, et 2 autres, plus discrets. George Brown, détenu pour braquage, et George Wright, un meurtrier. Le directeur de la prison est hors de lui. Comment va-t-il justifier ça à sa hiérarchie? Et d'ailleurs, comment se fait-il qu'il y avait un meurtrier à Leesburg? Un gardien s'approche de lui. Il a l'air anxieux. Encore une mauvaise nouvelle, monsieur. Ils sont partis. Avec votre voiture. Une Chevrolet bon marché roule à toute vitesse sur la Garden State Parkway, en direction d'Atlantic City. Les 4 passagers sont euphoriques. Ils portent leur tenue de prisonniers. Le numéro de matricule s'affiche encore sur leur poche. Ils sont à la fois excités et terrorisés. Ils se répètent « la liberté ou la mort ». Ils savent qu'ils seront sûrement retrouvés. Pour le moment, George Wright regarde le ciel étoilé. Un spectacle qu'il n'a pas vu depuis des années. 7 ans et 6 mois, pour être précis. Il cherche la lune. Il aperçoit un fin croissant lumineux. Son ami George Brown lui dit « C'est la nouvelle lune. C'est un nouveau début. Maintenant, elle va être de plus en plus étincelante. » Les lueurs d'Atlantic City se reflètent au loin. En cette chaude nuit d'août, l'activité bat son plein. Il fait nuit, les vacanciers viennent manger une glace, un hot dog. Certains vont danser ou jouer au casino. Les 4 fuyards abandonnent le véhicule à l'entrée de la ville. Ils se séparent en 2 groupes. On se souhaite bonne chance. George et George partent d'un côté, Jimmy et Jumbo de l'autre. Jimmy et Jumbo. Voilà comment on les appelle. La police d'Atlantic City les a arrêtés alors qu'ils déambulaient dans la ville. Les 2 évadés ont été trop négligents. Ils n'auront eu que quelques jours de liberté. Durant l'interrogatoire, leur visage est fermé. On leur a demandé des indices sur George Brown et George Wright. Ils n'ont rien à dire. Tant pis pour eux. Dès le lendemain, ils repartiront en prison. George Wright et George Brown ne sont pas restés longtemps à Atlantic City. Après leur séparation avec Jimmy et Jumbo, ils sont restés cachés derrière la gare routière. Ils ont attendu plusieurs heures et ont finalement pris un bus. La police d'Atlantic City a une piste. Les 2 fuyards auraient pris un bus en direction de New York. La vendeuse du guichet de la société Greyhound les a reconnus sur des photos. Mais cela fait maintenant des jours qu'ils sont partis. Les policiers du New Jersey doivent se rendre à l'évidence. L'enquête ne fait que débuter. Personne n'imagine que la traque de George Wright va durer encore 50 ans. À New York, George Wright croise des gens avec qui il était au lycée. Il se cache comme il peut. Il a besoin d'argent. Il doit travailler. Mais c'est trop dangereux. Avec son ami George Brown, il décide donc de partir dans un autre État. Le 26 août, à Atlantic City, une plainte est déposée au niveau fédéral. Cela veut dire que, désormais, George Wright sera recherché par le FBI dans tout le pays. George Wright et George Brown ont quitté New York pour Détroit. Ils ont chacun des petits boulots. Les mois passent. Wright a commencé à refaire sa vie. Il a une copine et prend des cours de mannequinat. Il se retrouve même dans un shooting photo. Il prend la pose. Ça lui plaît. Mais quand on est un fuyard, avoir son visage imprimé partout aux États-Unis, ce n'est peut-être pas une bonne idée. George et son ami en arrivent à la même conclusion. Pour vivre librement, il faudra quitter les États-Unis. Pour aller où et comment ? Il faut d'abord trouver un avion.
Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le président du FBI, Edgar J. Hoover, décède le 2 mai 1972. En son honneur, des funérailles nationales sont organisées. Aux États-Unis, tout le monde le connaît. Cet homme austère dirigeait le FBI depuis sa création, en 1935. En 1968, il avait dévoilé son ultime ennemi, celui contre qui il a mis tous les moyens, le Black Panther Party, une organisation révolutionnaire et violente dont la raison d'être est la défense des Noirs américains contre la ségrégation, la pauvreté et la violence policière. Détroit 1972. George Wright vit dans une maison avec son ami George Brown et un couple, Melvin et Jean McNair. Ils ont 2 enfants. Dans ce groupe, tout le monde a souffert du racisme, de la ségrégation. À la maison, on s'entraide, on discute beaucoup, on parle politique, littérature. Détroit vit encore dans le traumatisme des émeutes de 1967, qui ont fait plus de 30 morts chez les Afro-Américains. Comme Melvin et Jean, George Wright se sont attirés par le combat des Black Panthers. Ici à Détroit, ils sont particulièrement actifs. Mais contrairement aux théories non violentes de Martin Luther King, les Black Panthers utilisent les armes. Ils veulent démarrer une révolution. Pour cela, ils organisent des attentats, tuent des policiers et des agents du FBI. Pour les rejoindre, il ne faut pas avoir peur de mourir. Au FBI, toute une stratégie est en place pour éradiquer les Black Panthers. Leur porte-parole, Eldridge Cleaver, a participé à une fusillade contre la police. Depuis, son visage est affiché sur des affiches « Wanted ». Pour éviter la prison, il a trouvé refuge en Algérie. C'est décidé, George Wright va se rendre en Algérie. Il veut faire comme Eldridge Cleaver et rejoindre la section internationale des Black Panthers. Melvin et Jean sont en contact avec l'organisation. Le projet se met en place. On parle d'un détournement d'avion. Depuis 1968, les détournements d'avions connaissent un développement fulgurant. On en compte 78 pour la seule année 1970. Les autorités américaines travaillent dur pour augmenter la sécurité des aéroports, mais pour le moment, rien ne change. On entre dans un avion sans contrôle physique, aucun scanner, aucune fouille. Chaque nouveau détournement fait la une des journaux. De quoi donner des idées à de futurs pirates de l'air. Ce qui était une vague idée devient un plan minutieusement préparé. Le petit groupe est organisé. George Wright se renseigne sur les avions. Il faut trouver un long courrier, avec assez d'essence pour traverser l'Atlantique. Brown connaît quelqu'un à l'aéroport de Détroit. Il identifie un vol qui pourrait correspondre. Le vol Delta 841 reliant Détroit à Miami. Ce 31 juillet 1972, il est à peine 7 heures du matin et il fait déjà chaud sur le tarmac de l'aéroport Détroit Metropolitan. Les agents de sécurité procèdent aux mesures habituelles. Contrôle des billets, vérification des pièces d'identité. De temps en temps, une fouille corporelle sur des passagers pris au hasard. À cette époque, Delta Airlines n'utilise aucun scanner à métaux.
un groupe hétéroclite se prépare pour l'embarquement. Il y a un prêtre, un homme d'affaires, une femme avec 2 enfants, un étudiant avec les cheveux en pétard. Ils ne se connaissent pas, mais en y regardant de plus près, on peut voir que ces 5 voyageurs s'échangent des regards insistants. George a choisi un costume de prêtre. Quoi de plus rassurant pour éviter les contrôles? Il est stressé, bien sûr, mais tout se passe comme il l'a imaginé. Les autres complices sont avec lui. Tout le monde s'installe à sa place dans l'avion. George Brown, le faux étudiant, a caché une arme dans son poste de radio. Jean a mis un revolver dans la poussette. L'avion vole depuis au moins 2 heures. Le personnel de bord a servi le repas. Une hôtesse de l'air marche doucement entre les fauteuils quand elle aperçoit une main se lever. Elle s'approche. C'est le prêtre. Il la regarde en souriant. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, mon père, lui répond-elle. Elle se baisse pour l'écouter. L'homme pose sa main sur la Bible. Elle imagine qu'il va lui lire un extrait. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de page, seulement un petit revolver noir. L'hôtesse suffoque. George la rassure. « Ne dites rien et amenez-moi dans le cockpit. Si vous le voulez bien, ma sœur. » Dans le cockpit, pas de pilote. Il est aux toilettes. Il déverrouille la porte, puis avance dans le couloir. En chemin, il croise un passager qui pointe discrètement une arme dans son dos. Il lui demande d'avancer sans rien dire. Le pilote garde son sang-froid. Il s'appelle William May. Il a 41 ans. Il regarde les passagers autour de lui. Personne n'a rien remarqué. Il affiche un sourire rassurant. Dans le cockpit, tout le monde est livide. George Wright est là, tenant l'hôtesse en otage. Le pilote lui demande de baisser son arme. George refuse. Il veut montrer que c'est lui qui donne les ordres. Le pilote insiste. Pour discuter, l'ambiance doit être sereine. George accepte finalement et formule ses demandes. Nous voulons rejoindre l'Algérie, avec 1 million en cash. La tour de contrôle reçoit un message en provenance du vol Détroit-Miami. Le code 7500 s'affiche sur le transpondeur. Il correspond à une alerte enclenchée en cas de détournement d'avion. L'opérateur contacte le commandant de bord. « Confirmez-vous que vous avez enclenché le code 7500 ?» « Affirmatif », répond William May. La procédure est lancée. On prépare une piste d'atterrissage à l'aéroport de Miami. Le FBI prend le contrôle des opérations. Juste avant l'atterrissage, le pilote s'adresse à George. « Savez-vous que cet avion ne peut pas voler jusqu'en Algérie ?» George pense qu'il ment. « C'est un DC-8. Il a assez d'autonomie. » Mais enchaîne, vous faites erreur. Il y a plusieurs types de DC-8. Celui-ci n'est pas fait pour les longs courriers. Les réservoirs sont trop petits. Vous voulez vous échouer au milieu de l'océan ? George lui répond inflexible. « Nous sommes des Black Panthers. Nous n'avons pas peur de mourir. » L'avion a atterri. Le FBI est en pleine négociation avec George, toujours dans l'appareil. On lui demande de libérer des otages immédiatement. Mais George veut du cash. Les discussions s'enlisent. Le Black Panther s'énerve. Il s'écrie « Soit vous faites ce que je vous demande, soit vous allez voir des têtes tomber de l'avion. » Le pilote William May mesure l'angoisse de George. L'apprenti pirate de l'air formule des exigences de plus en plus farfelues. Il veut que le FBI lui remette l'argent avec des agents entièrement nus. Il a trop peur d'un guet-apens. Mais essaie de raisonner George. Le FBI ne doit pas être non plus humilié. Il a peur que les choses tournent vraiment mal.
les agents porteront la valise de billets en slip de bain. La National Bank de Miami met à disposition $1 million. Un agent du FBI a accepté de porter un slip de bain. Il est accompagné par un bagagiste, vêtu de la même façon. Les deux hommes s'approchent de l'avion. Déposent les valises. La porte s'ouvre. Un membre du personnel lance un ruban rouge. On attache les valises. Et le $1 million monte dans l'appareil. L'avion est reparti. Entre-temps, les passagers ont été évacués. L'équipage est toujours prisonnier. Mais les pirates de l'air sont plus amicaux. Ils sont comme des enfants en train de contempler leurs billets verts. Le pilote propose à George de faire escale à Boston. Il a besoin de refaire le plein. Et de là-bas, ils seront plus près de l'Algérie. Il faudra faire monter un navigateur international, quelqu'un qui pourra guider le pilote dans le ciel. En effet, les GPS n'existent pas à cette époque. Et William May n'a jamais traversé l'Atlantique. À Boston, le FBI établit un scénario pour neutraliser les pirates de l'air. Ils veulent utiliser le navigateur comme messager auprès du pilote. Le plan ? Déclencher une fausse panne qui obligera les criminels à changer d'avion. Ils devront marcher sur le tarmac. Les snipers se chargeront du reste. Le navigateur, à nouveau en slip, porte un sac avec des cartes et des outils. Il s'installe aux côtés du pilote. Une fois le plein terminé, l'avion redécolle. Rapidement, William May se rend compte que le navigateur n'en est pas vraiment un. L'homme lui demande de déclencher une panne. May s'imagine la suite. Connaissant la détermination des pirates, il redoute que l'opération finisse en carnage. Il refuse d'obtempérer et continue son chemin vers l'est. Le FBI finit par perdre le contrôle de l'avion. Le système radio n'est pas fait pour les longs courriers. Il est impossible de suivre l'appareil sur les radars une fois qu'il est au milieu de l'Atlantique. Quand les fuyards seront en Algérie, il n'y aura pas non plus de solution diplomatique. Le pays protège les Black Panthers. C'est un échec pour le FBI. Le détournement a réussi. George Wright et les autres pirates de l'air posent le pied en Algérie. Ils sont accueillis avec les honneurs. Ils font une conférence de presse. En revanche, les Algériens saisissent la valise de billets, qui est renvoyée aux États-Unis. Cela met Eldridge Cleaver en colère. La vie à Alger ne ressemble pas à ce que George imaginait. Il pensait trouver dans Eldridge Cleaver un homme brillant, un idéaliste, qui se bat pour la cause des Noirs. George pensait avoir trouvé un sens à sa vie, un combat noble après des années d'errance. Il découvre un mentor qui a tout de l'imposteur. Eldridge est vénal, égoïste, grotesque. Il ne s'intéresse pas à ses condisciples. Il cherche en permanence à sortir, à rencontrer de nouvelles femmes. George Wright n'a pas confiance. Il envisage déjà de quitter Alger. Et pour aller où ? Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. « 1994. Le téléphone sonne dans les bureaux de l'administration pénitentiaire de New Jersey. Au bout du fil, il y a un inspecteur du FBI. Il s'appelle R.J. Gallagher. Il a la trentaine. Il fait le tri dans des vieux dossiers. Un étrange cas aurait été oublié, abandonné après des départs à la retraite à cause d'erreurs informatiques. Ce dossier porte un nom. George Wright. C'est tout ce qu'il a. Et on ne sait même pas si cet individu est encore vivant.
De coup de fil en coup de fil, de rapport en rapport, R.J. Gallagher recompose une histoire pleine de rebondissements. D'abord le meurtre de Walter Patterson, puis l'évasion de la prison de Leesburg, le détournement de l'avion Delta Airlines, et plus grand-chose, comme si George Wright s'était volatilisé. R.J. Gallagher met en place une task force en collaboration avec 2 policiers du New Jersey. Il rassemble les dernières photos de George Wright, récupère les empreintes digitales de 1962, des artistes se lancent dans des portraits robots pour imaginer son vieillissement. On fabrique même un buste en plastique à son effigie. Mais l'enquête est incroyablement complexe. Le fuyard est potentiellement n'importe où dans le monde. Pour R.J. Gallagher, une seule certitude. L'histoire de George Wright s'obscurcit dès son arrivée en Algérie, en 1972. Algérie 1972. Quelques mois seulement après leur arrivée, George Wright, George Brown, Melvin et Gene McNair décident de quitter le pays, où ils bénéficient pourtant de l'asile politique. L'Algérie ne représente pas l'espoir qu'ils imaginaient. Le groupe rejoint d'abord l'Allemagne. George a 29 ans. Il doit redémarrer sa vie, une nouvelle fois. Il devient mécanicien. Il reste dans le pays quelques années. Il fréquente même durant un moment des groupes de soldats américains qui résident dans le pays. Puis c'est encore un nouveau départ, toujours avec George Brown, Melvin, Gene et leurs enfants. Cette fois, il s'installe en France, à Paris. George étudie les théories marxistes. Il fréquente des milieux intellectuels français. Mais il vit toujours dans la clandestinité et s'inquiète car ses amis fuyards prennent de moins en moins de précautions. Il a peur de retourner en prison. La police française surveille depuis des semaines ce groupe de 4 Noirs américains qui fréquentent les milieux d'extrême gauche. Peu à peu, on découvre qu'il s'agit des 4 pirates de l'air débarqués il y a des années en Algérie. Pour le gouvernement français, c'est une occasion de briller auprès des Américains. On décide de les arrêter. L'opération a lieu tôt, un matin. Les policiers débarquent dans l'appartement. Ils arrêtent 3 adultes et découvrent aussi 2 enfants. Un homme manque à l'appel. George Wright. George est déjà loin. Une fois de plus, il avait bien évalué les risques. Nous sommes en 1976. Pour lui, une nouvelle vie démarre. Encore. New Jersey, 1999. Déjà 5 ans que R.J. Gallagher enquête. Et il n'a aucune piste, rien. Il a pourtant mis sur écoute les anciens proches de George. Il collabore avec Interpol. Il a obtenu quelques indices sur son passage en France dans les années 70. En vain. Il est tellement obsédé qu'il rêve régulièrement de George. Parfois, il perd espoir. Pourtant, c'est une question d'honneur. Pour le FBI. Pour les États-Unis. Pour la famille de Walter Patterson, mort à cause de George Wright. Gallagher va régulièrement rendre visite à Ann Patterson, la fille de Walter, assassinée il y a plus de 40 ans. C'est maintenant une quinquagénaire, elle a 2 filles, mais elle ne leur a pas encore dit la vérité sur la mort de leur grand-père. Ann Patterson considère George Wright comme un véritable meurtrier, qu'il ait appuyé ou non sur la gâchette. Le savoir en liberté lui cause une douleur persistante. En 1976, les guerres civiles en Afrique déclenchent de nouveaux flux migratoires.
De nombreux réfugiés demandent l'asile politique en Europe. Ils circulent entre la France, l'Allemagne, l'Italie. George y voit une opportunité pour se faufiler et trouver refuge dans un nouveau pays. Il passe quelques années au Portugal. Il a 35 ans. Il aime faire la fête. En 1978, George rencontre la jeune Maria à la sortie d'une boîte de nuit, le Manhattan, à Lisbonne. C'est le début d'une histoire d'amour. Maria est différente des autres. Avec elle, il se projette. Mais George vit toujours dans la peur. Il craint d'être surveillé, suivi. Le Portugal n'est plus sûr. C'est un dilemme. Il aime Maria, mais il s'échappe encore. Cette fois-ci, il rejoint la Guinée-Bissau. Ce jeune pays est connu pour offrir facilement l'asile politique. Les candidats vont parfois jusqu'à rencontrer le président Vasco Cabral. George rencontre Cabral dans son bureau. Il lui parle de son histoire, de son combat. Le président est sensible à son discours. Il sait que le racisme et la ségrégation gangrènent les États-Unis. Il a envie d'aider George. Il lui propose une nouvelle identité, un nouveau nom sur un passeport. Il s'appelle désormais José Luis Jorge dos Santos. Un nom absolument banal. Un nom pour passer inaperçu le plus longtemps possible. Maria rejoint George en Guinée-Bissau. Ils finissent par se marier. George ne lui raconte pas tout sur son passé. Maria veut lui offrir un repère dans le monde. Une famille, un foyer. Le reste ne l'intéresse pas. George travaille pour des associations humanitaires. Il aide les enfants, donne des cours de baseball, travaille comme plombier, cuisinier, homme à tout faire. Il est inventif, débrouillard, perspicace. Il veut être utile dans la société, servir et aider. Une façon de se racheter ? Les années passent. La famille s'agrandit. 1, puis 2 enfants. George finit presque par oublier qu'il est en fuite. Plus de nuits blanches, plus d'insomnie. Son passé est maintenant loin derrière lui. En 1993, George et toute sa famille retournent à Lisbonne. Il va obtenir la nationalité portugaise. Plus personne ne sait qu'autrefois, il s'appelait George Wright. En 2011, l'agent R.J. Gallagher prend sa retraite. Il a enfin du temps pour lui. La traque de George Wright l'a épuisé. En plus, l'affaire se termine sur un échec. Pourtant, seulement 6 semaines plus tard, les autorités détectent un numéro portugais dans les appels de la sœur de George Wright. La police locale est immédiatement prévenue. On parvient à localiser le suspect. On prélève des empreintes digitales. C'est lui. En septembre 2011, George Wright sera arrêté dans un café. L'équipe de R.J. Gallagher s'envole vers l'Europe. Les policiers américains se retrouvent soudain face à l'homme qu'ils cherchent depuis des années. Les agents regardent le visage de George. Ils ont toutes les images en tête. Les photos d'enfance, les portraits robots. Ils reconnaissent même une petite cicatrice sur son front. George ne dit rien. Il a l'air en colère. Le policier sourit. Voir George en mauvaise posture, c'est un grand plaisir. Et le voir retourner derrière les barreaux, c'est encore plus jouissif. En attendant un jugement au Portugal, George passe quelques jours en détention. Suffisamment longtemps pour réveiller ses angoisses. Il savait que cela allait arriver. Il a maintenant 68 ans. Son crime a eu lieu il y a 50 ans. Quel rapport a-t-il aujourd'hui avec l'adolescent qu'il était à l'époque ? Accompagné par son avocat, George soutient qu'il regrette chaque jour ce qu'il a fait en 1962. Et il le répète avec insistance,
Je n'ai pas tué Walter Patterson. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Une extradition serait injuste. À la maison, Maria ne dort plus. Elle savait que George était en fuite, mais elle n'avait pas connaissance de la gravité des faits. Les enfants sont désespérés. À tout moment, leur père pourrait leur être arraché. R.J. Gallagher a rendez-vous avec Anne, la fille de Walter Patterson. Il lui annonce que George a été arrêté. La femme pleure de joie. Enfin, il va pouvoir purger sa peine. Gallagher affiche un air gêné. L'avenir de George dépend de la décision de la justice portugaise. Pour justifier son extradition, un juge portugais devra établir que George est toujours un citoyen américain. Les semaines passent. George porte un bracelet électronique. Il ne peut pas sortir de chez lui. Il demande fébrilement des nouvelles à son avocat. On lui explique, cela prendra du temps, des mois peut-être. Chez George règne une ambiance glaciale. Chacun redoute ce moment où le téléphone sonnera. George ne dort plus. Il marche pieds nus dans le couloir. Il se regarde dans la glace. Il revoit l'homme de 19 ans, le jeune George Wright, le malfrat, le criminel. Il lui parle. « Quand arrêteras-tu de guider ma vie ? Je ne suis pas toi. » Le jeune George lui répond « Je n'ai tué personne. C'est Maggie, le coupable. » George se frotte les yeux. Dans la glace, il découvre maintenant George le fuyard, celui qui se cache dans les rues de New York. Puis son visage change encore. Il retrouve George le Black Panther, George le prêtre pirate de l'air, George l'étudiant à Paris, George le bon samaritain en Guinée-Bissau. Toutes ces versions de lui-même se bousculent dans sa tête. Ce soir-là, George Wright ne sait plus qui il est. Toutes ses vies dans une seule, toutes ces versions de lui-même, le pire comme le meilleur. Son esprit s'éparpille entre les époques, les pays. Il rejette tout, mais admet que c'est bien lui à chaque fois. Finira-t-il dans une prison crasseuse des États-Unis ou chez lui, auprès de sa famille ? Comme dans un livre, ce seront les dernières pages de sa vie qui apporteront la vérité sur George Wright. Le jour se lève. Maria se précipite vers George. Il s'est assoupi dans le canapé. Elle lui donne le téléphone. C'est l'avocat. Le temps s'est arrêté. Toute la famille attend. Et puis, George affiche un grand sourire. Sa vie prend une direction inespérée. R.J. Gallagher frotte ses deux mains sur son visage. Il sait que c'est fini. Il vient apporter la mauvaise nouvelle à Anne Patterson. Elle ouvre la porte. C'est comme si on venait lui annoncer une deuxième fois que son père était mort. Gallagher lui explique que George restera au Portugal indéfiniment. Les juges ont estimé qu'il était un citoyen portugais, qu'il ne représentait aucune menace. L'extradition a été refusée. Aucun appel n'est possible. Elle ne veut pas y croire. Gallagher promet de faire un recours auprès du gouvernement américain, de chercher des solutions. Encore et encore. Mais il faut maintenant l'accepter. Encore une fois, George Wright s'est échappé.